Près de Paris à Suresnes, il existe une clairière sur une colline paisible au sein d'une forteresse. C'est ici, au Mont Valérien, qu'un peu plus d'1 millier d'hommes ont trouvé la mort entre 1941 et 1944, exécutés par l'armée d'occupation allemande. C'est aussi le lieu que le général de Gaulle choisit pour ériger un mémorial afin de rendre un hommage national à ceux qui ont combattu au nom de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle, Renée, et eux, Honoré, Joseph, Bernard et Georges, étaient communistes, gaullistes, syndicalistes ou sans engagement. Tous différents, ils étaient frères et sœurs en humanité. Ils sont les visages du Mont Valérien. Je suis Jean-Baptiste Romain, directeur du Mémorial du Mont Valérien. Dans ce podcast, je vous propose de découvrir les parcours et les mémoires intimes de ces héros et héroïnes de cette terrible guerre, pour que la flamme de leur mémoire jamais ne s'éteigne. Juif, je le suis, et le mot juif a été surajouté sur ma carte d'identité. Mais je n'agis pas en tant que juif. Je m'engage parce que je suis politisé. Mon action est politique. Ces mots sont ceux d'André Kirchen. Lorsqu'il entre en résistance contre l'occupant allemand aux côtés de son frère aîné Bernard, André n'a que 14 ans. Bernard, lui, a 19 ans. Avec pour profession de foi la résistance contre le fascisme, l'engagement précoce des deux jeunes garçons a entraîné leurs parents, Joseph et Marie, juifs immigrés de Roumanie, dans la tourmente de l'histoire. Dans ce combat follement courageux pour la liberté, aucun des membres de la famille ne faiblira. Seul André en sortira vivant, unique témoin d'un destin familial particulier dans l'histoire de la résistance. C'est au début des années 1930 que Marie et Joseph Kirchen quittent la Roumanie pour s'installer en France avec leurs deux fils, Bernard et André. Les deux garçons ont une enfance heureuse en compagnie de leurs parents, qui pour l'époque surtout sont exceptionnellement indulgents. En 1940, leur destin bascule lorsque le maréchal Pétain, à la tête du gouvernement français, signe l'armistice qui permet à l'Allemagne d'Hitler d'occuper la moitié de la France. Je pense qu'il y avait une conscience spécifique des Juifs et des Juifs étrangers en France. Vous entendez la voix de Bernard, le fils d'André Kirchen. Il porte le prénom de son oncle en hommage à ce dernier, mais aussi en hommage à son grand-oncle, Bernard Nathan, qui participa avec Charles Pathé au développement de la célèbre maison de production cinématographique Pathé. La famille Kirchen était arrivée en France parce que la vie devenait impossible dans leur Roumanie, où ils vivaient depuis des siècles, du fait de la violence de l'antisémitisme. Ils sont arrivés en France dans un pays où l'antisémitisme était une opinion, pas un délit, et où donc, régulièrement, ils étaient confrontés à des antisémites. Il y avait quand même, en 1940, une information sur la situation des Juifs en Allemagne qui était bien connue. Donc, au fond, quand a lieu la stupéfaction de la défaite française, je crois que très vite, ils voient que leur situation est extrêmement précaire. Le frère aîné, Bernard, milite déjà au sein des jeunesses communistes. Au moment de l'occupation, il propose à son petit frère d'intégrer la structure communiste clandestine. Il distribue des tracts et colle sur les murs de Paris ce que l'on nomme papillons, des appels à la lutte et des pamphlets contre les Allemands. Mon père avait tout simplement une immense admiration pour son grand frère, comme souvent d'ailleurs les cadets peuvent avoir de l'admiration pour son grand frère, et il est clair qu'il voulait en tout lui ressembler, le suivre. Et effectivement, ce qui est frappant, c'est que Bernard, très rapidement, a laissé le petit André se glisser dans la chambre où il tenait ses réunions de l'Union des étudiants communistes, et que c'est comme ça que mon père s'est rapidement politisé. Et là, on ne peut pas parler que de mon père et de mon oncle. Il faut aussi parler de mes grands-parents. Parce que si
tout cela s'est fait comme ça, c'est parce que, même s'ils n'étaient pas politisés, Marie et Joseph, mes grands-parents, étaient des esprits libéraux au sens politique. Je veux dire qu'ils n'étaient pas communistes, ils n'étaient pas militants politiques, c'était des juifs non pratiquants, mais ils étaient libéraux dans leur éducation et libéraux dans leurs idées. Et c'est sans doute pour ça que leurs enfants ont été ce qu'ils ont été. Le 27 novembre 1941, la police française, qui est parvenue à remonter l'organigramme de l'Organisation des jeunesses communistes, perquisitionne l'appartement des Kirchen à Paris et y trouve du matériel de propagande communiste. En mars 1941, après un procès d'1 mois, Bernard, le grand frère, écope de 8 mois de prison. André, qui n'est pas inquiété par la police, continue la lutte. Il s'engage dans la nouvelle branche des jeunesses communistes, dédiée à la lutte armée, l'organisation spéciale dite OS. Les Allemands décident d'assainir le 11e arrondissement de Paris de ce qu'ils nomment les criminels judéo-bolcheviques. Alors le judéo-bolchevisme, c'est une croyance qui est extrêmement répandue dans toute l'Europe, mais quand même avec un fort barycentre sur l'Allemagne et l'Europe de l'Est, en la collusion entre la pseudo-race juive et le bolchevisme en tant que mouvement révolutionnaire. La croyance, elle prend sa racine d'abord dans le fait que Marx est juif et ensuite que autour de Lénine et de Staline, il y aurait une forte concentration de personnes d'origine et de culture juive. Vous entendez la voix de Christian Ingrao, historien, directeur de recherche au CNRS, au sein du Centre d'études sociologiques et politiques Raymond Aron, de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Cette croyance, elle constitue l'un des cœurs de la croyance nationale-socialiste. Les nazis, vous savez, le nazisme est un déterminisme racial qui essaye de montrer que dans l'histoire, la race juive, race parasite, aurait agi sous un certain nombre d'incarnations. Parmi ces incarnations, il y en a 2 qui dominent l'histoire contemporaine. La première, c'est le juif plutocrate capitaliste qui exercerait ses ravages à Wall Street et à la City à Londres. Et depuis 1917, à Moscou, autour de Staline, de Lazar Kaganovitch. Le judéo-bolchevisme, c'est donc la croyance en la fusion et l'alliance entre l'ennemi politique existentiel, le bolchevique, et l'ennemi racial existentiel, les juifs. Le 20 août 1941, c'est la rafle de Paris. Les Allemands arrêtent plus de 4000 juifs, qui sont transférés au camp d'internement et de transit de Drancy. André radicalise sa lutte. Le 10 septembre 1941, revolver au poing, il attaque un soldat allemand à la station de métro Porte Dauphine. En représailles de cet attentat et de plusieurs autres commis quelques jours plus tôt par d'autres résistants, les Allemands fusillent 12 camarades au Mont-Valérien. C'est ce que l'on appelle la politique des otages. À partir de juin 1941 et l'agression allemande contre l'Union soviétique, le Parti communiste français décide de passer à la lutte armée. Et à partir de ce moment-là, se met en place un système qui demande l'exécution automatique de soldats en cas d'otages à partir du moment où des soldats allemands sont attaqués. Donc il y a un cycle qui se met en place qui cumule attentats et répression à partir de la mort de l'adjudant Moser à la station Barbès-Rochechouart à partir d'août 1941 avec un des points culminants qui est en octobre la fusillade des 98 otages de Nantes. André est conscient des conséquences funestes de son geste. Mais il considère qu'arrêter la lutte armée serait donner raison aux Allemands, comme le souligne aujourd'hui son fils. Dès qu'ils sont engagés dans la résistance armée, ils étaient tous très pessimistes sur leur probabilité de survie et ils étaient convaincus qu'ils seraient fusillés comme les autres. Il faut quand même rappeler qu'avant les premiers attentats sanglants perpétrés par les organisations communistes, il y avait déjà eu un résistant communiste qui avait été fusillé pour le plus abominable des crimes, une distribution de tracts. Donc, c'est pas les résistants qui ont commencé.
En janvier 1942, les Allemands organisent une grande exposition anti-bolchevique dans la salle Wagram, à Paris. André et l'organisation secrète tentent une attaque à l'explosif. Mais l'opération échoue. André est conduit à la prison de la Santé et roué de coups par les brigades spéciales de la police française pendant de longues heures. Il finit par avouer son premier attentat. Le 7 avril 1942, André et 27 résistants sont jugés lors d'un procès spectaculaire mené par les Allemands à la Maison de la Chimie. Quand on est un jeune roumain, étranger, communiste et juif, on coche toutes les cases pour devenir à la fois une victime commode pour les Allemands et en même temps un ennemi existentiel. Et donc, si en plus vous vous êtes rendu coupable du meurtre d'un soldat, votre sentence ne fait aucun doute. Hein. Vous êtes tout de suite catalogué comme un ennemi très particulier malgré tout, parce que vous êtes censé être de la nationalité d'un pays allié. Vous êtes roumain, et dans le même temps, vous êtes le traître absolu à votre nation, le traître absolu à cette alliance, et en même temps, le porteur du danger, le porteur d'un danger extrême dans cette zone occupée. Donc, votre sentence ne fait aucun doute. La chance d'André est d'avoir moins de 16 ans, qui est la limite d'âge pour être condamné à mort par les Allemands. Il échappe ainsi au sort de ses camarades, qui sont tous fusillés au Mont Valérien. Le 3 mai, André est déporté en Allemagne. Le destin d'André aurait été d'aller en camp de concentration, comme juif. Mais comme il a été arrêté et condamné à 10 ans de forteresse par un tribunal militaire allemand, il n'est pas parti en camp de concentration. Il n'a jamais été en camp de concentration. Il a été dans des prisons. Des prisons à régime très sévère, tout ce qu'on veut, mais des prisons finalement. Ce qui aussi sans doute l'a sauvé, parce que un jeune homme de 15 ans, la probabilité qu'il survive à 3 ans en camp de concentration est pratiquement nulle. Alors que, paradoxalement, en prison, elle était plus importante. Même si ça a été très tangent pour lui à la fin de la guerre, lors d'une marche de la mort après l'évacuation de sa prison. Mais Bernard, l'aîné d'André, et son père, Joseph, ont été transférés au terrible fort de Romainville, transformé par les Allemands en antichambre de la déportation et de la politique des otages. André est considéré comme un terroriste. Son père et son frère en sont tenus responsables. Ils sont fusillés comme otages le 11 août 1942, au Mont Valérien. Le 11 août, c'est justement l'anniversaire d'André. On n'a aucune idée de ce qui passait dans la tête des nazis. Ce qui est clair, c'est que là, il y avait eu une série d'attentats et ils ont procédé à une des plus grandes fusillades du Mont Valérien, si ce n'est la plus grande. Je ne pense pas qu'ils aient, dans leur sadisme, été jusqu'à pointer que la date de naissance d'André Kirchen était le jour de cette fusillade. Je ne le sais pas. En tout cas, ce qui est frappant, effectivement, c'est que mon oncle, lui, y est pensé. Alors même que, pour ce qui est de cette fusillade, de par son ampleur, les circonstances ont été particulièrement dures, puisque les fusillés n'ont pas eu le droit, y compris à écrire une dernière lettre. En septembre 1942, la Roumanie annonce que ses ressortissants juifs ne sont plus protégés par leur nationalité. Marie Kirchen, la mère d'André, est alors raflée, avec 1573 autres juifs roumains, le 24 septembre 1942. Déportée à Auschwitz par le convoi numéro 38, le 28 septembre 1942, elle y sera assassinée la même année. Seul survivant, André rentre de captivité en 1945. Finalement, ce qu'il a sauvé, c'est d'être arrêté très tôt. Fin 43, début 44-45, les Allemands ne regardaient plus leur code de justice militaire. Ils fusillaient à n'importe quel âge. Donc la chance d'André, de mon père, ça a été d'être dans les premiers arrêtés à un moment où les Allemands faisaient encore quelques élégances juridiques et ne fusillaient pas avant 16 ans. Mais sinon, effectivement, on peut se dire, et si Bernard n'avait pas été un jeune excité communiste, s'il n'avait pas entraîné André, son petit frère,
dans cette affaire, est-ce que tout ça ne se serait pas mieux passé pour eux ? En fait, on connaît l'histoire. Tous les Juifs roumains ont été déclarés apatrides. Tous les Juifs roumains ont été déportés, sont morts en camp de concentration. Donc au fond, le miracle, c'est qu'ils ont résisté très tôt, et c'est comme ça qu'il y en a un qui a survécu. Mais leur destin, s'ils n'avaient rien fait, s'ils avaient été bien obéissants, s'ils avaient fait comme on leur disait, eh bien, ils seraient partis, déportés dans les convois 37, 38 ou 39 en 1943. André retrouve à Paris un oncle et une tante. Il reprend ses études. Il devient enseignant, puis éditeur. Il reconstruit sa vie. Il fonde une famille. Dans le cadre familial, André, mon père, a toujours été d'une grande discrétion sur sa trajectoire personnelle et la trajectoire de sa famille. Bien évidemment, nous savions très jeunes qu'il était un résistant, nous en étions bien sûr fiers. Nous savions que nos grands-parents étaient morts en déportation. J'ai su très tôt que je me prénommais Bernard, parce que c'était le prénom du frère aîné fusillé par les Allemands. Mais mon père avait une assez forte détestation des discours d'anciens combattants. Donc, dans le cadre familial, paradoxalement, c'est plus ma mère qui nous en a parlé. Vers la fin de sa vie, mon père a considéré qu'il avait un devoir de passage de mémoire, et donc il a eu plusieurs occasions, mais dans un cadre collectif, à travers des livres de Gilles Perrault, un livre interview de témoignages qu'il a fait également avec le même auteur, et puis dans des documentaires de parler de son activité de résistant, de franc-tireur et partisan, d'autant qu'il avait voulu laisser une trace de la mémoire de ses camarades, de son groupe d'organisation spéciale, et qu'il a fait un livre témoignage sur le procès dit de la maison de la chimie, où il a été jugé avec ses camarades, que le deuxième grand procès de la résistance française en 1942. Aujourd'hui, ce sont les enfants et les petits-enfants d'André Kirchen qui peuvent témoigner du tragique destin familial avec fierté. Le livre de Gilles Perrault, dans lequel André Kirchen livre le témoignage de cette vie exceptionnelle, est disponible chez Hachette. Son titre, La mort à 15 ans. Vous venez d'écouter un épisode de Mémoires intimes du Mont Valérien, un podcast produit par le Mémorial du Mont Valérien et Louis Média. La journaliste Manon Ogel a présenté le portrait des frères Kirchen, coécrit avec Jeanne Portier, médiatrice culturelle au Mont Valérien. Elle a également réalisé l'interview de Christian Ingrao et fait le montage de cet épisode. Nicolas Vert en a fait la réalisation et le mixage et en a composé la musique. Vous avez entendu la voix du comédien Éric Sénat du Théâtre de l'Imprévu. Cet épisode a été enregistré au studio La Fugitive à Paris. L'illustration est de Virgile Dureuil. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Mémoires intimes du Mont Valérien sur toutes les plateformes de podcast. Le Mont Valérien remercie particulièrement Rachel Guéroumi, Margot Marie-Catherine, l'association Mémoire Solidarité Jeunesse 92, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, et toute l'équipe des hauts lieux de la mémoire nationale en Île-de-France. Pour en savoir plus sur le mémorial du Mont Valérien, rendez-vous sur les réseaux sociaux du mémorial du Mont Valérien.